On va passer aux achats, sinon on va faire durer la vidéo comme un sympa. J'ai essayé de mettre le micro pour essayer d'avoir un bon son. On verra si ça marche mieux, mais bon, normalement il faudrait que le micro soit juste à côté de moi. Et je sais pas où j'ai mis ma rallonge. Bon, donc ça sera un petit peu loin, mais ça sera quand même assez amplifié pour que vous m'entendez bien. Un des 7 chefs qu'on met, et le roi singe, voilà, il s'affronte le roi singe. Bambina, voilà. Bambina, le roi singe, et père qui est ses couilles. Donc il doit manger ses couilles. Toriko a toujours eu un petit peu un Roland homosexuel à cacher, un petit peu comme JoJo's Bizarre Adventure et d'autres trucs. Bon, bah là, c'est plus trop caché, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Parce que bon, on va dire voilà. Mais c'est ça qui est bien avec le monde gourmet, c'est qu'on arrive vraiment à un summum au niveau des combats où l'exagération se fait de plus en plus Dragon Ball Zien, j'ai envie de dire, et ça me plaît énormément dans ce sens-là, c'est que les combats maintenant passent aux choses sérieuses. Le summum pour moi de tout le manga, parce que j'ai lu tout le manga, à travers les scans, ça restera toujours Toriko Starjun lors du tournoi des chefs cuisiniers, mais quand même, faut dire ce qui est, et la plupart des plus gros combats sont dans la seconde partie du manga, qui est la plus courte aussi, c'est ça qui est étonnant, dans tout ce qui se passe dans le monde gourmet, parce que justement, là, tous les pouvoirs, toutes les forces sont réunies, on est à des plus 5000 levels, où là carrément on fait ça, hop là ça pète la moitié du monde. On est dans l'exagération gag manga, mais de manière classe, donc dans manière très shounesque. Voilà. Alors ça reste très très plaisant. On va continuer avec Indomaru Sumo. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti un nouveau tome, donc j'avais complètement oublié. Et je vois que là, et voilà, il y a le quatrième tome qui sort. Je crois qu'on en est au 7e ou 8e au Japon déjà. Alors, de ce que j'ai compris, voilà, ça marche pas du tonnerre, ça marche sans plus et tout ça, parce que bon, ça reste du très très classique, mais ça reste plaisant. Mais étant donné que il n'y a pas beaucoup de relève dans le Shonen Jump actuellement, il fait partie des séries qui se vendent le mieux. C'est plus, on va dire dans les années 80-90, quand t'avais Dragon Ball, t'avais Slam Dunk, t'avais Yu-Gi-Oh!, t'as eu Rurouni Kenshin, t'as eu tout ça. Là, actuellement, tu as juste One Piece. One Piece, EQ, My Hero Academia qui vendent. Donc lui, derrière, il arrive, malgré ses petites ventes, à être dans les tuyaux du Shonen Jump, d'être un point fort, puisque les ventes de manga baissent et ceux du Shonen Jokin Jump aussi, et la relève n'est toujours pas assurée, donc derrière il arrive à faire son petit nid dans le tas entre EQ, My Hero Academia et tout ça, donc c'est pas un grand chef-d'œuvre, ça ne sera sûrement jamais, mais voilà, c'est original et ça parle d'un sport assez plus ou moins méconnu chez nous, parce que nous on le connaît pas vraiment, le sumo. Donc, Prisonnier Q, top 19, voilà, je pense que là maintenant ça y est, on va bientôt avoir tout simplement l'évasion, j'espère. En tout cas, parce que ça commence vraiment à se finaliser ce plan. Et ça va bientôt se faire. Et je demande que ça, parce que comme ça permettra de faire évoluer un petit peu la série, qui tourne un petit peu en rond de temps en temps. Et c'est ça qui est dommage, c'est que les personnages sont bons, les situations sont bonnes, ça reste très très plaisant à lire. Prisoner Q, c'est vraiment un très très bon manga. C'est juste que derrière, vu le succès, ça fait un petit peu ralentir le récit, avec des petites histoires, des petits HS, pas souvent nécessaires. Donc voilà, mais permettant justement de garder encore une certaine tension par rapport à cette prison qu'il veut en faire un élément très important, très central du récit, mais voilà, on a envie quand même de passer à autre chose, de découvrir autre chose, de découvrir le monde tout simplement de Prisoner Q, que ce soit avant ou après cette construction. Voilà.
Seven Deadly Sins, tome 19, là aussi ça continue, ça devient de plus en plus foufou, les personnages deviennent de plus en plus forts, les ennemis redeviennent de plus en plus forts, c'est complètement, j'ai envie de dire, devenu surréaliste, mais vachement plaisant, voilà, euh, c'est j'aurais envie de dire, même si ça devrait pas rester comme ça, mais c'est un The Raid, le film d'action non-stop là, à la sauce Heroic Fantasy. Et c'est non-stop, t'as pas le temps de respirer, même quand une fin d'arc arrive. Putain, mais d'ailleurs, ça s'enchaîne tout de suite avec encore des nouveaux ennemis et des nouvelles bastons, et voilà, et tout s'enchaîne parfaitement, correctement, tout s'explique de manière assez logique, et avec des entraînements et tout, mais c'est fluide, il n'y a jamais de temps mort dans cette série. Et c'est ça qui la rend vachement culte. Et c'est pas diffusé par Shonen Rocket Jump, comme quoi. Donc, la révolution, je crois que c'est fait par Kodansha, donc dans le même magazine que Freitex. Et c'est largement supérieur, quoi, à tous les niveaux. Même dans le petit côté Chine, il y en a un tout petit peu, hein, c'est pas non plus si excessif que Fairy Tail, c'est limite un manga porno à ce niveau, Fairy Tail, mais voilà, donc non, franchement, c'est du très très lourd, c'est un dessine, et pourtant je suis vraiment pas fan d'Heroic Fantasy, hein, c'est pour vous dire que ça se laisse largement lire, c'est de l'Heroic Fantasy pour tous. Ah, moi, il y a un truc qui m'embête, c'est un petit peu les antagonismes, les méchants. Je sais pas si ils ont vraiment un certain pouvoir et une certaine présence, mais ils ont aucun charisme et t'as l'impression qu'ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils veulent eux non plus, à part le chaos. Ça fait assez léger. Et à la course, ça patine à essayer de nous proposer des véritables ennemis, un poids, des antagonismes qui seraient importants pour le futur. Et au final, en fait, on n'en a rien à foutre de cette partie-là. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la relation school life, mais en mode super-héros, qui est beaucoup plus intéressant. Donc la Zero Inuyashiki, tome 7. Angoulême 2017. Ah, mais t'as pas de sélection officielle, sélection jeunesse, comme quoi, dans les mangas. Voilà. Bon. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est. C'est des robots et il est vieux et ils s'affrontent entre d'autres robots et c'est de l'action. C'est con. C'est pas le meilleur manga au monde. Les relations d'amourettes sont un petit peu parfois ridicules. Mais voilà, ça se laisse lire. Un petit peu comme Gans, le gars, il sait pas. Ces personnages, il en a rien à foutre. C'est surtout en faire de l'action. Donc voilà, ça reste de l'action. Ça reste super bien dessiné, surtout qu'en plus c'est fait par ordinateur pour les décors, si je m'en souviens bien. Donc voilà, dans ce sens-là, les décors justement se rappellent les techniques qu'utilise Ayame Hero. Voilà. Ben c'est tout. C'est tout, à part ça, c'est pas plus que ça intéressant. Ça reste juste fun. Voilà. C'est pas une grande recommandation. Si vous n'avez pas assez d'argent, ne l'achetez pas. C'est pas. Je pense qu'il y a 10 milliards d'autres mangas beaucoup plus intéressants. Pour l'instant, en tout cas, ça ne décolle pas. Au bout de 6 tomes, ça ne décolle pas, donc je peux pas en parler plus. Donc voilà. Alors ensuite, Batman, un récit complet de Croix des Robins contre les Jokers. Alors hors série, Batman univers hors série. C'est le seul kiosque que j'ai parce qu'ils ne les avaient pas reçus encore. C'est dommage. Donc ils vont affronter aussi des gens qui vont tous se prendre pour le Joker aussi et se créer un petit groupe. Et voilà, donc c'est les Robins contre les Jokers. Alors tous ce sont des faux, hein, parce que les vrais Robins, eux, sont contre justement ces faux Robins qui se sont créés. Ça a même créé une guerre entre les Robins. Mais voilà. À voir à la suite. Après, je suis
pas plus emballé que ça. Déjà, la guerre contre les Robins m'avait pas plus intéressé. Alors bon, bah voilà, la suite en affrontant les Jokers. Ah, c'est pas plus, c'est pas encore ça. Voilà, c'est pas. Alors, comme vous avez pu le constater, je suis en train de mettre d'autres comics en arrière parce que justement, je vous avais parlé que je me suis fait plaisir et tout ça. Là, je vais vous parler surtout de ceux que je devais acheter ce mois-ci, qui sont véritablement intéressants, comme par exemple Dark Knight, une histoire vraie, qui raconte l'histoire du scénariste Paul Dini, qui a fait entre autres Batman la série animée, donc c'est pas rien, et qui va rentrer chez lui et qui va se faire agresser par deux inconnus. Et quand je dis agresser, c'est qu'il va être limite à la mort, hein, et tout ça. Il a failli crever lors de son séjour à l'hôpital. Donc franchement, voilà. Et en fait, en gros, ça va raconter sa dépression, dans le sens où lui, en tant qu'auteur de comics de super-héros qui sont censés défendre la veuve, défendre l'orphelin, défendre l'espoir du genre humain, comment lui, après cet événement-là, puisse encore y croire. Et donc c'est une magnifique histoire sur un homme qui va vivre l'enfer et qui va donc ne plus croire en l'espèce humaine et donc plus pouvoir écrire. Et pour un scénariste, c'est carrément la mort pour lui. Donc voilà, il ne peut plus croire en l'espèce humaine, il ne peut plus écrire des comics de super-héros porteurs d'espoir parce que justement, même lui ne croit plus en l'espoir. Et donc c'est basé d'une histoire vraie, voilà, donc qui lui est vraiment arrivé. C'est basé sur son véritable justement malaise qu'il a ressenti. Et il s'offre totalement à nous à travers cette histoire dont je l'ai pas lu, mais qui est vachement recommandée. Donc, en plus, c'est qu'il ne coûte pas cher, 14 euros, donc faites-vous plaisir. Si vous devez acheter qu'un seul comics ce mois-ci, je recommande celui-là en priorité. Parce que voilà, il a une très 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 bonne réputation et je pense qu'il est excellent. Batman Dark Knight The Last Crusade, alors dessiné par John Romita Jr., que je trouve pas du tout adapté pour du comics Batman, hein, comme vous pouvez le constater. Ça fait un petit peu trop dessin animé bizarroïde, mais bon, après peut-être que ça se laisse lire. Hein. Il paraît que c'est une très très bonne histoire là aussi. Pas indispensable, c'est pas du tout indispensable. En fait, on revit plus ou moins l'histoire de Jason Todd, qui est le deuxième Robin et qui va mourir par la main du Joker. Et de ce que j'ai compris, c'est un sorte de remake dans un autre monde alternatif où on va revivre donc l'histoire de Jason Todd et de sa mort peut-être par le Joker, ou en tout cas qu'on va revoir en fait les difficultés qu'a eu Batman à vivre avec ce Joker qui était à vivre avec ce Robin, pardon, qui était beaucoup plus violent. Il est très léger, hein, très très rapide à lire aussi, et je viens de voir qu'en fait la moitié du comics c'est la même chose mais en noir et blanc. Donc voilà pour c'est vous dire à quel point en fait le comics est super léger. Donc en fait en gros ce genre de comics là font habituellement cette taille là et ce prix là font souvent 128 pages pour vous donner une idée. Et donc si là la moitié carrément c'est juste la version en noir et blanc, enfin c'est juste les crayonnés d'ailleurs, c'est même pas la version noir et blanc puisqu'il n'y a pas les dialogues, juste les crayonnés. Et ben voilà, dites-vous juste que ça doit faire 64 pages. Donc ça doit être de la taille un petit peu plus long qu'un Killing Joke, mais voilà, ça reste une œuvre assez légère, donc je pense surtout c'est une petite lecture sans incidence, mais avec des grands noms, donc Frank Miller, Brian Azzarello et John Romita Jr. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est sorti, c'est pour les noms, tout simplement. Parce que Frank Miller, Brian Azzarello et John Romita Jr., ça fait vendre. Ça, on va pas dire le contraire. Alors ensuite, le nouvel ordre mondial avec de Grant Morrison. Alors et Mark Webb aussi.
Et je suis un grand fan de Grant Morrison et Mark Waid. Pour moi, c'est deux des meilleurs auteurs de comics et tout. Et voilà, donc c'est du JLA. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que ça ne correspond pas à ce qu'il a fait, le Justice League America, qui était sorti chez Panini. Donc je sais pas à quoi ça correspond, ces histoires supplémentaires. Mais j'ai envie de le lire parce que voilà, déjà le Justice League de Grant Morrison était fabuleux. Donc lire d'autres histoires de Justice League faites par Grant Morrison, ça ne peut que être bon. En fait, c'est toujours bien fait avec Grant Morrison. Tu sens qu'en fait, en gros, dès on lui laisse le temps, il va créer des bases tout le long des premiers chapitres pour ensuite créer un gros truc énorme à la fin. Donc ça se laisse largement lire et regroupe pour la première fois en France l'intégralité d'une des périodes les plus imaginatives et spectaculaires de la Ligue de Justice. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est Urban. Dans ces 7 tomes écrits par Grant Morrison et Mark Waid, donc Kingdom Come quand même, hein, pour Mark Waid si vous savez pas situer. L'équipe des plus grands héros de la Terre connaît des aventures tonitruantes, au rythme soutenu et où les seules limites sont celles de l'imagination. Et comme je vous l'ai dit, voilà. Et en plus, c'est à suivre, hein, c'est parfait. C'est parfait, parce que moi, voilà, ça me donnait envie. Ah, voilà, et donc, série complète en 7 tomes, et le premier tome, c'était Justice League of America, année 0. Année 1, pardon. Et j'avais bien aimé le premier tome, mais là, par contre, c'était pas de Grant Morrison. Hein. Non, c'était de Mark Waid. C'est dans le tome 1 que ça devient de Grant Morrison. Donc voilà, je vais voir qu'est-ce que ça vaut. Je vous en dirai un petit peu plus, mais au moins, c'est ça qui est génial avec Grant Morrison, c'est que le gars, c'est une tête, dans le sens où il a plus de 100 ans de comics dans sa tête. Et tout sur Batman, son arc sur Batman, qui est pour moi le meilleur arc de Batman de tous les temps, il va nous ressortir des trucs qui datent d'un comic, par exemple des années 60, qui était un stand-alone, et que tout le monde pensait jamais qu'on ressortirait une histoire de ça. Lui, il l'a fait, comme Morrison. Et il va mélanger toute une période pour expliquer une logique par rapport à cette période. C'est ça qui est magique. Par exemple, toute la période des années 50-60 où le Comics Code va s'imposer dans tous les comics. Donc c'est une censure qui s'est mise dans les années 50-60 dans les comics parce que justement donc on voulait pas choquer la jeunesse et donc on a fait des histoires de plus en plus pathétiques ou en tout cas de plus en plus gentillées pour éviter de faire peur à nos chères têtes blondes. D'où le ton un petit peu pathétique de la série animée non, pas de la série animée, de la série live des années 60 de Batman, puisque derrière en fait ça s'adapte par rapport aux comics qu'il y avait sur le moment, alors que bon, les premiers comics Batman, excusez-moi, tout le monde critique Batman vs Superman qui tue et tout ça. Je rappellerai que dans les premiers comics, c'est vraiment ceux des années 40, il laissait une belle saloperie quand même à Joe Chill, qui était le tueur de ses parents. Et même s'il le tue pas, il fait en sorte que justement d'autres personnes le tuent pour lui. Donc voilà, c'est quand même un sadique Batman de temps en temps. Et il faut le reconnaître, et il a connu d'autres périodes, et bien entendu qu'il a tué dans d'autres comics. Donc vous inquiétez, ou qu'il a porté des armes et tout ça. C'est juste que c'est une vision de choisir cette personne-là, puisque justement il est suicidaire dans le début de Batman vs Superman. Je ne referai pas toute l'histoire. Batman vs Superman, c'est excellent, les gens veulent le critiquer, tant pis pour eux, ils ne remarqueront jamais tout ce qui est réfléchi dans ce film. Voilà, tant pis. Donc j'avais acheté que ça. Je me retrouvais avec une centaine d'euros simplement dépensés. Et j'étais en retard sur certains comics. Donc je suis allé dans une autre boutique qui était juste à côté de la rue Cunel, juste celle parallèle, et qui vend des mangas et des comics, plus d'occasion. Donc là j'ai eu de la chance, je les ai tous achetés d'occasion. Et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'avais pas acheté du Deadpool. Bon, j'ai acheté ici Kabet Deadpool. J'ai toujours pas lu d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de finir. Je suis en retard dans mes lectures. Donc c'est bien que j'ai pas acheté grand chose, comme ça me permet de lire
parce que bon. Et donc voilà, je me suis fait plaisir avec Deadpool. J'avais deux tomes de retard sur Marvel Now Deadpool. Donc c'est la série des comics actuels, tome 4 et 5. Sachez que Panini a prévu de sortir 38 tomes de Deadpool pour l'année 2017. Ça a cartonné depuis le film. Maintenant, Deadpool au début c'était le petit héros, ils osaient pas en sortir ou très très peu. Bah ça y est, maintenant Panini là il se lâche maintenant parce que ça se vend comme des types 1. Et donc dans le tome 4 il y a le mariage de Deadpool, donc j'attendais ce moment depuis longtemps. Je voulais le lire depuis longtemps ce truc. Et en fait non, au final c'est pour... le mariage dure pas super longtemps, c'est surtout pour permettre de voir tous les anciens mariages de Deadpool. Et tout. Bon, bah bon, pourquoi pas. J'ai pas lu l'histoire du tome 4, je voulais tout de suite lire tout de suite Deadpool qui affronte Hitler dans le mariage. Donc, dans le mariage, juste avant, vous avez une petite histoire où Cable et Deadpool affrontent Hitler. Voilà, et ensuite un mariage. Donc je suis autant lire le tome 5 tout de suite. Non mais moi je signe tout de suite. Voilà. Et un Deadpool versus Carnage. Donc voilà, il y a plein de Deadpool qui va sortir. Et faut dire ce qui est, c'est que c'est vrai que c'est souvent dans des versus ou dans des team-up que Deadpool est souvent le plus drôle, le plus marrant. Moi j'attends surtout, par exemple, c'est Deadpool et Spider-Man qui font un excellent duo très très gai aussi, mais c'est ça qui rend le truc fabuleux. Et voilà, bah ça avait l'air marrant, donc je me suis dit pourquoi pas aussi. Donc je me suis fait plaisir avec du Deadpool, ce monsieur. C'est des trucs qui arrivent, voilà. Moi j'en ai acheté avant que le film soit célèbre, non monsieur, on est d'accord. Hein, vous êtes témoin de tout ça. Moi je suis pas un opportuniste, hein, contrairement aux gens là qui sont là. On est d'accord. Ah, on est d'accord. Si t'es pas d'accord, je tape ta gueule. Coup de boule, coup de boule. Ok, bon. Voilà. Bon, bah, il y a pas mal de choses qui se préparent pour ma chaîne. Il y a pas mal de choses à lire pour ce mois-ci. Hein. En tout cas, pas mal de recommandations à faire. Vous avez mes autres camarades pour voir les bonnes lectures. J'espère en tout cas qu'ils sont... qui vous proposent du bon. Parce que bon, il y en a quelques-uns qui ont des goûts pourris, il faut dire la vérité. Et moi, de toute façon, je vous mens pas. Hein. Regardez, par exemple, pour l'astéro, voilà, je vous dis pas achetez-le à 100%, c'est une tuerie, tout ça. Donc, non, voilà, c'est juste que voilà, c'est l'auteur de Gans, donc j'ai voulu m'y mettre. Je continue sur le coup, peut-être que j'arrêterai entre temps, on sait jamais. Pareil pour la série de Sumo, je ne dis pas que c'est le meilleur manga du monde, mais ça respecte les bases, le code, donc du shonen, c'est pas ridicule, c'est pas mauvais, mais c'est pas original pour dessous. Donc voilà, chaque œuvre a ses points forts, ses points faibles. J'achète beaucoup de choses aussi, donc voilà, de temps en temps je vais pas tomber sur quelque chose d'énorme. Par contre, tiens, voilà, dans les mangas que j'ai lus, que je vous ai présenté le mois dernier, Dead Tube par exemple, pour moi je trouve que c'est une série. C'est plus fait pour durer comme une série, donc c'est moins une série concentrée pour préparer une grosse histoire énorme comme Scumbag Loser du même auteur, mais DeadTube se laisse largement lire par son côté malsain, effrayant et que je ne vois que rarement. Je vois souvent que du gore pour du gore dans les mangas d'horreur et c'est bien dommage, alors que Scumbag Loser, en plus de proposer un certain gore, c'était côté gore, ça trottine dans la tête par la mentalité et le message que ça veut faire passer. Et c'est là où c'est beaucoup plus fort, je trouve. Pareil aussi pour ces mangas méconnus, je voulais vous expliquer. J'ai fait le Backward Reto là, donc je vais bientôt le terminer. Et j'avais fait juste avant, c'est sur Scumbag Loser. Donc les deux, Scumbag Loser et Backward Reto, parlent de critiques envers la société japonaise. Scumbag Loser, en fait, donc sachez que en France, on va plus privilégier le côté individuel de l'homme, là où au Japon, on privilégie l'esprit d'équipe, l'esprit de groupe. Et c'est justement, donc dans Scumbag Loser, en fait, tous les monstres veulent s'uniformiser
pour créer une société et la remplacer. Et si tu n'es pas dans le rang, en fait, tu es mal vu, bah, comme dans la société japonaise. Et le héros, qui est vraiment à la dégueulasse, une crapule, une saloperie humaine, va se représenter le plus humain au final par ce côté individuel. Parce que justement, même si d'ailleurs c'est un tueur, c'est un lécheur de culottes, c'est ok, d'accord, mais au moins, il n'est pas comme les autres. C'est assez tendancieux et tout ça, mais c'est ça qui rend l'œuvre assez ultime dans son sujet et assez impressionnant. Et c'est pareil pour Bakuan Reto, là aussi, en fait, on est dans cet esprit très enfermé de fait des études et prépare à être formaté pour le travail. Et Bakuan Reto, parce que je sais pas si je le dis concrètement assez bien à travers mon C'est manga méconnu que vous verrez bientôt, mais voilà, là aussi, Bakuan Reto raconte l'histoire, je crois, semi-autobiographique de l'auteur qui, lui, a voulu sortir de ce concon, de ce formatage pour être uniquement ce qu'il avait envie d'être, quitte à ce que ça soit juste une passion, en fait, c'est-à-dire motard, et en fait, mais voilà, il comprend qu'il ne peut pas continuer comme ça, parce que c'est pas ça qui lui rapporte de la thune pour survivre. Et c'est pour ça qu'il va changer et tout ça, mais qu'il va comprendre aussi que derrière, grâce à cette vie de motard, qu'il a son propre avenir et qu'il peut le choisir et qu'il n'est pas obligé de se formater pour faire plaisir à ses parents, qu'il n'est pas obligé de rester sans tâture blonde, sans sa personnalité tout simplement. Et donc ce sont deux œuvres que j'ai fait exprès de choisir, en plus de vouloir faire un épisode où je crée mes rêves, et vous verrez qu'il y a une sorte de dramaturgie avec mes voix et tout ça, surtout dans le troisième épisode où là il y a peu de baston, que j'ai voulu donc transmettre, c'était de se donner plus de liberté envers vous-même, pour vivre vos rêves tout simplement, tout en restant quand même plus ou moins dans une certaine logique. Ne vous détruisez pas totalement pour vos rêves, faites en sorte que ça se réalise, mais ayez toujours un plan de secours, un plan B, pour plaisir,